Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique, la physique statistique. Donc continuons sur la conduction avec la théorie des bandes. Alors, on a vu que dans une structure périodique, comme un cristal, les électrons remplissent des zones de présence, donc les orbitales, qui forment ici des bandes d'énergie bien précises. Chaque bande pouvant en fait contenir plusieurs électrons, et même un très grand nombre, parce qu'il y a un très grand nombre d'atomes. Par exemple, les bandes dans les puits, il y en a pour chaque atome, et donc on peut avoir un grand nombre d'électrons à ce niveau d'énergie. On représente alors schématiquement ces bandes en indiquant simplement l'énergie, et avec un axe horizontal arbitraire, sauf mention du contraire. Nous aurons l'occasion de voir ça. Donc, on va représenter ça comme l'énergie et des bandes pouvant contenir des électrons à certaines énergies. Les bandes supérieures sont les bandes de conduction et les bandes inférieures sont les bandes de valence. On représente ici les électrons simplement par une zone assurée. Notons que les bandes ne sont que partiellement remplies. Comme dans un électron, comme nous avions vu pour un atome, comme l'hydrogène, les électrons se placent, l'électron unique, là, de l'hydrogène, se place sur un des niveaux, un des états. Au zéro absolu, les électrons vont se placer dans leur état d'énergie le plus bas, sous l'énergie de Fermi. Donc typiquement, entre les bandes de conduction et de valence, on a le niveau énergie de Fermi, et les bandes ici sont gardées vides, et tous les électrons sont dans les bandes de valence. Les deux bandes qui sont réellement importantes dans cette analyse sont la bande de valence la plus haute, celle-ci, et la bande de conduction d'énergie la plus faible, celle-ci. Donc, dans la suite, nous ne représenterons que ces deux bandes, la dernière bande de valence et la première bande de conduction. Que se passe-t-il maintenant si on applique un champ électrique à la substance? Pour faire ça, il suffit de brancher la substance à des électrodes reliés à une pile ou toute autre source d'alimentation. Donc on va avoir notre substance, on place deux électrodes reliées à une pile, une borne moins, une borne plus, et un courant peut alors circuler. Sous ce champ électrique, les électrons qui sont chargés électriquement vont être attirés par la bande positive de la pile, puisque eux sont de charge électrique négative. Il peut alors s'établir un courant que par convention, on note dans l'autre sens. On a le sens du mouvement des électrons et le sens du courant. Ce sens un peu surprenant du courant à l'envers des électrons est en fait une pure convention, et dû au fait que cette convention fut choisie à une époque où on n'avait pas encore découvert les électrons. On découvrait l'électricité, on donna un sens au courant, de la borne plus vers la borne moins, et ce n'est que bien plus tard qu'on découvrit que le courant est porté en général par des électrons. Nous verrons qu'il y a aussi des cas différents bientôt, et que ces électrons étaient chargés négativement et donc allaient dans l'autre sens que le courant.
Au zéro absolu, tous les électrons sont coincés dans la bande de valence, autour chacun de leurs atomes respectifs. Par conséquent, aucun courant ne peut s'établir. C'est d'ailleurs valable pour toutes les substances, sauf les supraconducteurs qu'on verra plus tard. Si le voltage de la pile est suffisant, les électrons peuvent subir une attraction assez forte pour franchir la barrière qui sépare les atomes. En fait, sous le champ électrique, il y a une déformation des orbitales et celle-ci peut devenir telle qu'elle se touche, donnant la possibilité aux électrons de circuler à travers tout le matériau. Le courant apparaît, mais alors c'est tous les électrons qui peuvent se déplacer. Le courant qui apparaît est alors extrêmement brutal et il peut totalement détruire la substance. On parle de claquage. Le claquage est un phénomène qui peut détruire des composants électroniques, par exemple. Mais il suffit aussi d'un tout petit peu d'agitation thermique pour que des électrons acquièrent un peu d'énergie et passent de la bande de valence à la bande de conduction en gagnant de l'énergie. Ces électrons étant cette fois dans la bande de conduction, ils sont libres de se déplacer dans la substance et ils vont donc former un courant électrique. Sous l'influence du champ électrique, ils sont happés, ils sortent par ici, sont happés par la bande positive, pendant que les électrons, eux, sont émis par la bande négative et remplacent ceux qui ont été perdus. Globalement, le nombre d'électrons reste à peu près constant, parce que tout déséquilibre engendrerait un champ électrique extrêmement fort, qui rétablirait l'équilibre. Alors, voyons maintenant les différents types de conduction, de substances avec différents types de conduction. On va commencer par le plus simple, le cas des isolants. Les isolants électriques sont des substances, telles que le quartz par exemple, qui sont de très mauvais conducteurs du courant. C'est aussi le cas de la plupart des substances amorphes, comme le verre ou les céramiques. Dans une structure cristalline, la distance entre la bande de valence et la bande de conduction, s'appelle la bande interdite, ou gap. Donc on a, ici cette fois-ci je ne représente plus que deux bandes. La bande de conduction et la bande de valence. Et cette zone est une zone qui ne correspond à aucune orbitale, donc on l'appelle bande interdite. Les électrons ne s'y trouvent jamais, ils passent directement de là à là. On l'appelle aussi le gap, de l'anglais gap qui veut dire trou. Dans le cas d'une substance isolante, cette bande interdite est très large, très haute. Et sous l'effet de l'agitation thermique, les électrons ont beaucoup de mal à passer dans la bande de conduction. En effet, l'énergie moyenne d'agitation thermique, c'est kT, qui est alors beaucoup plus faible que la valeur du gap que l'on note EG. Donc ici, on a une différence EG, et cette valeur est beaucoup plus grande que kT. Disons à température ambiante, par exemple. Par conséquent, très peu d'électrons ont assez d'énergie pour passer dans la bande de conduction. Quelques-uns auront, par les hasards de l'agitation thermique, assez d'énergie. Donc ici, on va avoir nos électrons, et ici, quelques électrons seulement dans la bande de conduction, tous les autres étant dans la bande de valence. Et une fois qu'ils arrivent dans la bande de conduction, en plus, ils retombent facilement dans la bande de valence en libérant l'énergie qu'ils avaient acquise. Et donc, même sous une forte tension électrique, pas
Pas trop fort, bien sûr, sinon on a le claquage. Même sous une forte tension, le courant qui passe est extrêmement faible, parce qu'il y a très peu d'électrons qui peuvent bouger. La résistance électrique est donc très élevée. Les isolants sont d'ailleurs utilisés justement pour isoler les conducteurs électriques. On emploie souvent des substances non cristallines, telles que les céramiques pour les isolateurs, ou le céramique ou le verre, pour des isolateurs sur des poteaux de haute tension, par exemple, ou même de moyenne et basse tension, ou des plastiques, qui sont des polymères, mais avec des électrons bien attachés aux atomes, et donc qui ne bougent pas facilement. Ce sont d'assez bons isolants. On les utilise comme gaine isolante pour les conducteurs électriques. Donc voilà pour la première partie. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas des conducteurs et le cas très intéressant des semi-conducteurs. Je vous remercie.